Et sapristi, hein, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas réunis tout le monde. Ben oui, hein, critique exquise est de retour. On n'a jamais été bien parti. C'est juste l'année 2021 qui a été long à starter. Salut tout le monde, salut Florence, Bruno, Milan. Allô? Allô? Tout le monde est là, puis tout. Fait qu'on s'est dit, pour repartir la machine, on était pour jaser de nos films de 2020. Hein, on n'avait pas vraiment fait d'espèce de boucage, de terminationalisation de l'année 2020. Je suis en train de compiler ça. Moi, euh, je viens de réaliser, hein, on parlait de Agent Toby Barks, qui est un des films de chien que j'ai vu en 2020, qui est de 2020. Et c'est un film de chien, attention, mesdames et messieurs, qui contient Dean Cain, qui était le Superman dans Smallville, si je ne me trompe pas. C'est pas mal ses heures de gloire. Et depuis, en fait, Dean Cain fait en moyenne 3 films de chiens par année. Il y a vraiment une spécialisation film Il de a chiens. trouvé sa vocation, genre. Exactement. Écoute, les leçons de courage, ça attire tout le monde, c'est sûr et certain. Ben voilà, moi j'ai vu ça en 2020, Toby Barks. Ben, je lui ai donné 4,5 sur 10, fait que je pense pas qu'on va en parler longtemps. Milan, peut-être, tu peux nous parler de ton 2020 cinématographique. On pourrait commencer avec toi, vu que tu es le plus jeune, hein, le plus fringant, le plus fougueux. Écoute, Tommy, j'ai commencé l'année 2020 avec un marathon de Steven Seagal. Oui, Ah ben, ben. Et d'ailleurs, on est en 2021. Le mois de ma fête est bientôt terminé. C'est donc le temps de faire mon Seagalathon annuel bientôt. D'en regarder 30 autres que j'ai pas vu plus que 3 fois, mettons. Ça va être difficile rendu là parce que ça fait comme 4 ans d'affilée que je fais la même affaire. Fait que je vais sûrement regarder ces dernières œuvres des dernières 10 ans. Puis, ce qui est le fun que tu fasses ça à chaque Ouais, année, Milan, ouais. c'est qu'il n'y en a pas d'autres films à voir. Fait que ça Non, la donne bien, tu sais. oui, exactement. Il n'y a rien qui sort au cinéma. En tout cas, Non. cette année, il n'y a rien qui sort au cinéma. Fait que, ah! Triomphe. Mais c'est ça, l'année passée, écoute, j'ai regardé une shitload de dompes de sieur Steven Seagal, incluant ses meilleures œuvres, donc les comme 3 seuls bons films. Je mets des très gros air quotes, là, bons films qu'il a fait. Et puis sinon, écoute, on a fait Fantasia. Hein? Fantasia, c'était le fun. J'ai vu plein de films. Je dirais que facilement, mon top de Fantasia, c'est Under Gods. Facilement. oui, Pas mal effectivement, on certain que avait pas vous allez mal tous être d'accord consensuel. avec moi. Consensus. Sinon, j'ai écouté tu sais, des dopes sur Netflix aussi à profusion, genre tu sais, Rogue City, un film français d'action pas super hot. The Debt Collector, très, très excellent film avec des gens, puis de l'action, puis Scott Adkins, tu sais, fait que, Ça, on tu aime sais, ça, Scott Adkins. c'est Ça, ça. c'est comme du bon vin. Hein. Ça botte haut. C'est ça. Puis sinon, ben Bloodshot avec Vin Diesel, avec du CGI puis des nanomachines. C'était de mémoire pas très bon. Et le CGI pour un film qui a coûté aussi cher était pas très beau. Je le recommande à tous d'aller voir ça. Je pense que c'est un bon Vin Diesel, tu sais. OK. C'est ça. Very nice. Et sinon, écoute, j'ai vu un autre film qui s'appelle I Am Vengeance. Retaliation. Retaliation. Mhm. Retaliation. En tout cas, c'est Stuart Bennett, qui est comme un lutteur très grand du UK, dans le rôle principal de John Gold. Et son ennemi mortel, c'est Vinnie Jones. Donc oui, Ah, boy. je vous confirme que Vinnie Jones fait encore des films. Il en a fait un l'année passée. Est-ce qu'il était bon? Non. Mais Vinnie Jones était là. Est-ce qu'il a fait du Vinnie Jones tout le long? Oui. Donc, si vous voulez voir un film avec Vinnie Jones qui joue Vinnie Jones, ben, c'est un film Ben, comme ça. dès qu'il y a un film avec Vinnie Jones, excuse-moi, mais il fait Vinnie Jones. Là. Vinnie Jones est Vinnie Jones. Il était même le Juggernaut, puis il était plus Vinnie Jones que le Juggernaut. Fait que, C'est ça. tu peux pas sortir Vinnie Jones d'un film avec Vinnie Jones, vu que Vinnie Jones, il est Vinnie Jones dans tous les films avec Vinnie Jones. Sinon, dans les plus agréables, il y aurait Slacks, que j'ai vu à Fantasia aussi, qui est un film d'horreur comédie de jeans qui mange des gens.
qui est quand même divertissant. Je ne dirais pas que c'est un chef-d'œuvre, mais ça le fait. C'est un film canadien. Puis, si je me souviens bien, des films canadiens que j'ai vus à Fantasia, c'était dans les moins pires. Ou les moins, on ne dirait pas pire, mais drabes. Il y avait comme une tendance à... C'est ça. Ouais. Ou cheesy, là. Ouais. Et puis de ça, il y avait Come True aussi, qui est un... Je pense que c'est Ben, canadien, Come True était... Ouais, c'était canadien et c'était très cheesy. Oui. Mais c'était cheesy, mais juste à cause de la fin. Ben, c'était comme cheesy un peu tout le long, mais comme malaisant cheesy. Mais c'était pas clair si c'était au courant que c'était malaisant cheesy. Ouais, je suis pas sûre que ça a été au courant que c'était malaisant cheesy. Là. C'était pas. Je pense que les intentions de réalisation étaient bien là. C'est juste qu'en tant que spectateur aguerri, on les a reçus à grands coups de batte de baseball, c'est tout. Ben, ça avait l'air, pour moi, puis je pense que je l'ai dit dans ma critique de Fantasia, ça avait l'air un peu d'un film étudiant. Ça filait vraiment comme un film étudiant avec du gros budget. Ouais. Puis ils n'ont pas réussi à convaincre l'étudiant de comme changer les affaires assez pour que ça devienne comme le bon film que ça a presque été. Ouais. Mettons, si tu regardes un film comme Donnie Darko, qui est clairement un film étudiant, mais que les producteurs ont fait comme non, regarde, on va faire comme ça, on va faire comme ça. Puis c'est un film qui est grandement overrated aujourd'hui, mais qui est quand même, je veux dire, supérieur à Come True, là, on s'entend en termes de. Je pourrais pas dire, j'ai jamais vu Donnie Darko. Ah, au crime, OK. Mais il y a aussi le fait que comme True, ça j'ai appris ça bien plus tard, que le réalisateur, c'est Pilot Priest, c'est celui qui a fait la trame sonore du film. Fait qu'on a, on a un combo réalisateur, scripteur et musique de film. Fait que c'est... puis comme sa musique s'inscrit dans le courant du film qu'il a fait, genre c'est pas mal synthwave comme look, mais c'est ça, le look désiré était là. Mais l'histoire désirée n'était pas au rendez-vous, malheureusement. Puis, c'est ça. C'est un film qui rentre visuellement, mais d'un point de vue narratif. À retravailler. Ouais, vraiment beaucoup. Retourner au montage. Et le dernier film de 2020 que j'ai vu, c'est Top Gunner, Tommy, dont on a parlé dans les derniers épisodes qu'on a relâché dans la nature. Un excellent film de Eric Roberts. C'est ça. Voilà. C'est peut-être aussi un mockbuster de The Asylum qui voulait profiter du fait qu'il y a un autre Top Gun qui sortait, je pense. Un nouveau Top Gun? Ouais. Il y a un nouveau Top Gun, ouais. Ouais. Ah, Milan, il regarde la taille. Paraît que tout le monde va être là. Tout le monde. Paraît que tout le monde qui était dans le premier va être là. Ah oui? Paraît que... Tom Cruise? Ben oui, Tom Cruise, il est là, c'est sûr. Tom Cruise, il conduit des avions pour vrai dans celui-là. Ouais. Shit, hein? Ben, Tom Cruise, il veut que les films se fassent. Là. Il y a eu des frasques en 2020 avec Tom Cruise, mais disons que je pense qu'il pousse la machine pour restarter la machine, justement, pour faire d'autres films, pour que ça aille en salle aussi. Fait que, Tom Cruise. Tom Cruise, hein? Tom Cruise. C'est probablement la personne la plus connue au monde. Moi, je pense que c'est un paquet. Là. Il y a un package deal de personnes très connues au monde, puis je pense que Tom Cruise et Keanu Reeves sont nez à nez. Là. Je suis sûr que Tom Cruise est plus connu que Keanu Reeves. Dans les dernières années, je sais pas. Dans les dernières années, je pense que Keanu Reeves a pris le pas. Hein. Il y a 10 ans, je t'aurais peut-être probablement dit oui, mais avec les... Je dis pas connu dans le sens de avec le succès. Là. Je dis genre comme juste le monde, ça plus de monde au monde, si tu leur dis Tom Cruise, il sait de qui tu parles. Ouais. Je sais pas. Céline Dion, elle? Ouais, pas loin. Brad Pitt. All right. En tout cas, écoute, ça clôt pas mal un résumé assez rapide, je dirais, de mon année 2020 en cinéma. 2020 cinématographique. Bonne affaire, ça va bien. Qui pogne la POC après? Je vais la prendre d'abord. Let's go, Florence. Moi, mon année cinématographique a été surprenante. Au début de l'année, j'ai réussi à voir 2 films en salle. Yes. Dont
dont Onward puis Emma, qui étaient comme 2 super bons films, ça dit en passant. Puis après ça, on sait tous ce qui est arrivé. Et j'ai pris le pas avec Fantasia et avec un petit saut de puce au TIFF et un plus gros saut de puce au FNC. Puis je pense que c'est là où j'ai eu comme la majeure partie des œuvres le fun que j'ai vues. Puis j'en ai vu quand même pas pire, ça fait que j'ai eu comme en même un bon top 20 de bons films. Mais je dois dire que mon top 1, c'est Last and First Man de Johan Johansson, qui est le seul film qu'on va avoir de Johan Johansson. Voilà. Et pour moi, hein? Ever. Je pense que oui. Là, ah oui, il est mort. Il est décédé. Ah, c'est une bonne raison. Ouais. Fait que, à moins qu'il y ait encore un autre film en production qui n'avait pas fini, mais comme je pense que je me trompe pas si je dis que c'est le premier et le dernier film de Johan Johansson. Et ça a été un film un peu coup de cœur. Ben pas un peu, très coup de cœur, parce que j'avais besoin de me faire dire qu'est-ce que le film dit. C'est un film de science-fiction plutôt d'anticipation. C'est adapté du roman du même nom. Puis c'est en fait, il faut le voir. C'est un film d'essai aussi, mais en tout cas, je laisse. On en a déjà parlé plus avant avec d'autres podcasts, alors je vais laisser les gens découvrir ça sur un autre podcast. Puis sinon, en deuxième position vient Atlantis de Valentin Vassianovich, si je ne me trompe pas, qui est un film sur la guerre en Ukraine, en fait, ce qui va probablement arriver. Ben, c'est un film aussi d'anticipation sur l'errance des gens en temps de guerre. Puis pas que, là, il y a beaucoup de trucs significatifs dans Atlantis. Et après, encore un autre film ukrainien, je pense, qui s'appelle Bad Roads de Natalia Vorozbit, qui est aussi sur la situation des femmes en temps de guerre. Et c'est un film à sketch, puis c'est assez rare que j'embarque autant sur un film à sketch, mais c'est un film à sketch qui est percutant. Qui vaut la peine aussi d'être trouvé. C'est pas un cinéma qui est facile d'écoute, mais c'est un cinéma qui vaut la peine d'être écouté. Je dirais que Bad Roads, moi aussi, est sur ma liste, là, fait que je vais embarquer, là, mais Yes. c'est un film qui est plus qu'Atlantis, c'est un film qui est divertissant quand même, là. Oui. Atlantis, c'est un film qui est lent. Très lourd, très lent, mais en même temps, c'est super compelling. Bad Roads, ça va all over the place. Il y a beaucoup de tonal shifts, mais en même temps, c'est fait de façon tellement, justement, c'est très divertissant, c'est bien tourné, c'est bien amené. C'est interrelié, la tension fonctionne super bien. Il y a des jokes aussi, tu sais, fait que c'est comme, il y a un côté humoristique, c'est un film étonnant, là, je dirais, moi aussi, dans mon top là, cette année. Oui, puis ça rejoint aussi pas mal le monde du théâtre, ce film-là. Fait qu'on a un bon mix de comment est-ce qu'on peut adapter quelque chose de théâtral au cinéma. Puis c'est vraiment, ça aussi, là, c'est un tour de force pour un premier film. Je pense que c'est un premier film d'ailleurs, mais c'est ça, c'est du grand art, voilà. Puis ensuite, quatrième position, j'ai Under Gods. Voilà. Et cinquième position, j'ai Special Actors de Shinichiro Ueda. Effectivement, j'avais oublié de le mentionner, un excellent film. Ouais. Yes. C'est plein de rebondissements, c'est très drôle, ça m'a vraiment beaucoup diverti, puis ça joue aussi pas mal sur un constat de la vie japonaise qui est très intéressant aussi sur le paraître, l'être, puis qui va jouer aussi sur les malaises, puis qui réussit à rendre les malaises drôles. Fait que, en tout cas, pour moi, genre, c'est toujours une zone grise, un film qui va jouer sur les malaises la plupart du temps, j'aimerais pas ça. Puis Special Actors joue juste comme direct sur la marge que j'aime. Fait que bref, Special Actors, c'est mon jam. Fait que si ça vous tente de voir Special Actors, allez-y, c'est une chaude recommandation.
Et voilà, ça boucle bien ça. Hein. Il y en a plein que tu as mentionné que j'ai pas vu. J'ai envie de les voir. Là. J'ai vu Under Gods. Je pense que c'est mon préféré de l'année, moi, à date. Yes. Oui, c'était assez touchant. Oui. Crise de film Très fort. Et d'ailleurs, on en a parlé aussi dans notre critique, mais Bad Roads, c'était un peu comme le Under Gods du FNC là, cette année. Oui. C'est très semblable dans le sens où c'est des films à vignettes thématiques, interreliés de façon thématique, et presque narratif, mais pas vraiment. Dans le sens où c'est pas clair si c'est des histoires que les gens racontent ou si c'est des choses qui sont arrivées pour vrai. Fait que, ouais, il y a comme. C'est très. Ouais, je le recommande moi aussi chaudement. Puis, ouais, pour revenir à Bad Roads encore, désolé. Là. Non, allez-y, Bad Road, c'est bon. Là, Ouais. regardez ça. Je te mets Voilà. mettre ta Bad Road. Voilà. T'avais-tu fini, Florence? Non, t'avais d'autres choses. Ben, écoute, moi, j'ai donné mon top 5. Si on veut élaborer, j'en ai plus à mentionner, All right. mais je te passe la POC. D'accord, d'accord. Ben écoute, tout a fait ton top 5. Fait que là, on a déjà parlé de Bad Roads, on a déjà parlé de Special Actors. Je vais vous en donner quelques-uns. On a déjà parlé d'Atlantis aussi. Donc, moi, si on y va rapidement, là, en 16e position, Let's go. je vais les sortir au hasard. J'ai The Hunt de Craig Zobel. Que je voulais en parler parce qu'on n'en a pas parlé au show, justement. Puis moi, j'ai trouvé Mélangé que. avec Hunted, j'ai eu peur. Non, pas Non, du tout. à ne pas Euh, confondre. c'est un film extrêmement divisif. Et c'est un film que plus que tu as, je pense, de capacité à être offensé dans tes valeurs, mettons, non méritées, tu risques de ne pas aimer ce film-là. C'est un film qui poke du fun à tout le monde, ouais, c'est ça. C'est un film qui parle beaucoup plus de malhonnêteté puis d'esprit de bottine qu'un film qui parle de gauche ou de droite, là. Mais c'est présenté dans un package de gauche puis de droite parce que c'est ça la situation dans laquelle Ça, on vit c'est aujourd'hui. Là. l'espèce de chasse à l'homme qu'il y a une madame compétente qui s'en sort. Hein. Ouais. Ouais, j'avais Euh, trouvé ça pas pire aussi. Ouais. Puis, tu sais ça, tu as comme le groupe de monde de gauche qui ont un message board puis qui disent des affaires qui veulent se partir une chasse à l'épée de droite. Fait que la fille, elle perd sa job à cause de ça. Fait qu'elle décide de le faire pour vrai. Des Pour se bros. revenger, tu sais. Wow! Puis là, elle kidnappe du monde, puis c'est comme un espèce de hunt de monde de droite pauvre qui se font attaquer, qui se font tirer par du monde de gauche riche, tu sais. Puis c'est pas mal le fun. Moi, j'ai trouvé ça, en tout cas, très bien écrit, puis ouais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris ce film-là. Je pense que c'est un film qui va bien vieillir, en fait, pour vrai. C'est un genre de. Ça m'a fait penser, mettons, à Starship Troopers, dans le genre où, comme, c'est le genre de film qui sort là, puis le monde sont comme. Ugh. Mais dans 10 ans, le monde va faire comme Ah ouais, ok, tu sais. Nice. Sinon, rapidement, là, She Dies Tomorrow, grosse recommandation dont on n'a pas parlé. Possessor de Cronenberg Jr., que j'ai trouvé vraiment super original. Puis, comme c'est le fun de voir du high concept sci-fi, horror, genre, ça faisait longtemps que j'en avais vu qui était de qualité, là, tu sais. Fait que je le recommande vraiment beaucoup. Sinon, Small Axe, la série de Steve McQueen sur ces 5 longs métrages que Steve McQueen a fait en 2020, semble-t-il, ou en 2019, qui sont sortis en 2020. C'est sur, disons, l'évolution de la communauté ouest-indienne, donc surtout jamaïcaine, à Londres entre Oh! les années 60 et les années 90. Ben, pas à Londres nécessairement, mais en Angleterre en général, là. À travers des trucs historiques, puis des trucs un petit peu plus tranche de vie, genre. Le deuxième film, entre autres, qui s'intitule Lover's Rock,
qui est un party. C'est un film de house party qui n'a pas vraiment une grosse structure. C'est une fille qui va à son premier house party avec sa meilleure amie, puis elle rencontre des gens, puis il se passe des choses. C'est vraiment, c'est très, très lousse. Contrairement aux autres films de la série qui sont beaucoup plus narratifs, comme le premier Mangrove, qui est un film qui parle de un restaurant à Notting Hill dans les années 60, quand c'était surtout une communauté ouest-indienne qui habitait là. Donc, c'est un endroit où les gens du Black Panther se réunissaient, puis tout ça, puis ils ont été victimes de beaucoup de persécutions, puis ils sont fait accusés d'avoir déclenché une émeute. Donc, c'est un film un peu légal sur, disons, là, les balbutiements du civil rights en Angleterre. Sinon, rapidement encore, Blow the Man Down. Faut voir ce film-là. Super le fun. Sinon, pour aller dans les plus top, là, on a dit Under Gods. Moi, Under Gods en deuxième position cette année dans mes meilleurs films. Parce que mon numéro 1, attention, vous le verrez pas venir en tabarnak. Hamilton. C'est mon top 1 de cette année. Je l'ai regardé 4 fois à date. C'est un film de 3 heures que j'ai regardé 4 fois. C'est extrêmement divertissant. Toutes les tunes sont bonnes. Toutes les performances sont bonnes. Il n'y a pas un bout que c'est comme ah, ce bout-là, j'aime moins ça, puis ça dure 3 heures. Là, je ne peux recommander ce film-là plus. C'est plate parce que c'est un gros film. J'aime pas ça, donner mon top 1 à un film qui est comme. Mais en même temps. Mais en même temps, c'est. De pub à lui, là. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, c'est. C'est un bon film. C'est un Christ de bon film. Puis ça vient de gens qui ont comme le cœur à la bonne place. Ça se sent aussi. Il y a de la grosse prouesse artistique dans ce film-là. Je ne peux recommander plus. J'ai une Hamilton. question. Ouais. On parle bien du musical de Broadway fait par Disney. Exactement. OK, c'est bon. De Lin-Manuel Miranda. Dans le fond, en fait, ouais. de ce que je vois, parce que ça me... Je savais même pas que c'était sorti ou que ça existait même, je te dirais. De ce que je vois, c'est donc filmé pendant qu'ils font la pièce à Broadway. Donc, de ce que je sais, je pense que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont filmé 2 performances le même jour. OK. Et après ça, ils ont filmé un dress rehearsal avec des caméras sur le stage pour pouvoir faire des close-ups puis pouvoir entrer à l'intérieur. C'est hardcore en crise à filmer, man. Avec c'est pas facile de filmer des pièces de théâtre puis faire un film avec, mettons. Ou un musical. C'est très, très, très bien fait. C'est bien réalisé. T'as pas l'impression que tu es en train de regarder. Oui, là, tu le sais que c'est un show on stage parce qu'il y a les applaudissements, puis il y a les réactions de la foule. Oui, mais en même temps, c'est les performances, justement, c'est plus comme, ça me faisait plus penser à comme regarder Dogville, mais avec un set plus complexe. Okay, ouais. Que, c'est vraiment... puis le set, il est quand même pas pire complexe aussi, là, même si ça a l'air rudimentaire quand tu le regardes, mais à un moment donné, tu vois les affaires bouger, puis tu fais comme, oh shit, OK, non, il y a... Cool. Mise en scène spot on, je pense. Puis, en tout cas, moi, c'est les reviews que j'ai eues sont pas mal unanimes. Là. C'est une grosse affaire qu'il faut voir. Fait que voilà. Ouais. Puis c'est disponible sur Disney+, parce que c'est Disney. Fait que si vous avez Disney+, vous n'avez pas d'excuse de ne pas le regarder. Effectivement. Après la fin de la saison de The Mandalorian, allez voir Hamilton. Ou en premier, là, peu importe. Là. All right. Je passe la POC à Tommy, voyons donc. Hey, crème, moi j'en ai vu des films en 2020 vu que j'écoute des films. Là, je sais pas si vous saviez, mais on passe plus de temps à la maison que d'habitude. Là, puis, ben voilà. Hein, je veux mentionner d'emblée Phoenix de Songbird. C'est le film de Michael Bay dans lequel... il y a un virus qui fait que le monde sont confinés chez eux depuis c'est genre 163 semaines, puis que là, il y a
toutes les mêmes. En tout cas, c'était moins 4. Là. C'était le fun. C'était de la crise de dope. Mais juste le trailer valait la peine. En 2020, sinon, je pense que mon plus dans le négatif, ça serait sûrement la manifestation du 30 septembre, quand ils sont montés dans le pick-up, un en arrière de l'autre, des colis de niaiseries. Mais si on parle cinéma. Oui, pas de film amateur, là. Ouais, non, c'est ça. J'ai été très content qu'on propose un Hard Kill, la dope de 2020 avec Bruce Willis qui est presque assis tout le temps. C'est mon moins 7 de l'année. J'ai été très content. On dirait que c'est comme de plus en plus difficile, entre guillemets, de trouver du stock pour actualiser un petit peu le domaine qu'on explore avec Douteux. Ouais. Mais bon, avec ça, on a été quand même assez servi. Hein. Si la marde devient un petit peu moins violente, ça va être bien, bien, bien correct. J'ai vu plusieurs films que j'ai appréciés. Beaucoup de l'année, ça vient de quand on a été à Fantasia. Hein. On a été à Fantasia depuis notre couch. Je n'ai pas fait le FNC parce que j'avais crissement besoin d'un break dans la vie. Chose que voilà, on est rendu ailleurs. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé Scare Package. J'aime les anthologies d'horreur. Et si vous ne l'avez pas vue, c'est probablement la meilleure que j'ai vue, peut-être ever. Les transitions, tout l'emballage vaut vraiment la peine. Scare Package, je vous le conseille extra fortement. C'est à prendre en note certain. J'ai donné plus 7,5 moi. Sinon, il y a eu Brahms, hein, The Boy 2. Une suite quelconque, un film quelconque. On n'est pas obligé d'en parler. J'ai beaucoup aimé aussi Vampire vs. The Bronx. Ça a été une manière quand même pas mal cool de revisiter le mythe des vampires. Et moi, j'aime ça, mes vampires, que ça ne nous tente pas nécessairement d'en être un. Parce que si ton désavantage d'être vampire, c'est de briller le jour, puis après ça, tu es immortel, ben peut-être que ça me tente d'en devenir un. Mais si ton désavantage de vampire, c'est qu'il faut que tu dormes sur de la terre de ta terre natale, qu'il faut que le monde t'invite pour rentrer chez eux, il faut que tu restes loin de l'eau bénite, là, ça fait que tu peux mourir. Si c'est une malédiction, ben, j'embarque pas mal plus dans les Tu histoires. deviens courtier immobilier en plus. Oui, ben, ouais, effectivement. Oui, dans ce film-là, il y avait ça. Une petite affaire un petit peu out of the blue, je ne m'attendais pas à ça. Ça s'appelle Scare Me. J'ai trouvé ça très intéressant. C'est un film qui se passe dans un chalet. C'est probablement un huis clos. C'est 2 personnages seulement. Puis c'est une écrivaine d'horreur comme super célèbre et un écrivain débutant, un petit peu loser wannabe. Et les deux se retrouvent dans le même chalet pendant une panne d'électricité. Puis là, ils se mettent au défi de comme se faire peur l'un l'autre. Et il y a une très bonne chute à la fin. Je vous le conseille fortement, Scare Me de 2020. Sinon, je continue dans mes notes ici. Là, on ne parlera pas de Come to Daddy. Ben, on peut. Hein, c'était bon. C'était bon, Come to Daddy. On dirait que je n'étais pas prêt pour l'écouter. Ça met en vedette Bilbo puis un stylo saucé dans la marde. Là. Je vous le conseille. Si vous ne l'avez jamais vu, vous m'en donnerez des nouvelles. J'ai l'impression que j'étais comme pas prêt. J'ai l'impression que c'est meilleur que ce que moi j'ai trouvé. Mais une autre affaire qui m'a vraiment impressionné, ça s'appelle The Owners. C'est inspiré d'une BD française. Et c'est une histoire d'horreur que, tu sais, mettons, la fin là, de Hereditary, là, à un moment donné, tu as comme un 5-10 minutes à la fin que Christ, puis on dirait que toutes les parenthèses se ferment, toute la symbolique qui a été montée tout le long du film prend comme toute source, puis tout devient comme beau, puis vrai, puis épeurant, puis lugubre. Puis ça m'a fait ce feeling-là, The Owners. Je vous le suggère fortement. Ça commence comme plate, puis rapidement, ça devient crissement autre chose. Je suis autour de 7. J'ai vu plus de films d'horreur cette année que d'autres affaires parce que j'aime ça, les films d'horreur. Et quand que j'ouvrais mon Netflix, ben, je tapais horreur. Fait que je me ramassais avec des films d'horreur. Sinon, il y en a quelques-uns. Hein. On a parlé aussi de l'excellent, voyons, Survival Skills. Survival Skills. C'est ça, on en avait beaucoup parlé quand on parlait de Fantasia. C'est un film que j'y repense souvent, l'espèce de statique qui était dedans. Puis
juste la pochette du sourire un petit peu comme malsain du policier. Je trouvais que c'était très réussi. Sinon, une autre affaire que j'ai vue cette année que je vous conseille de rester très loin de ça, c'est qu'il y a eu une affaire qui s'appelle Beckman. Et c'est une espèce de John Wick chrétien. Oh! Et moi, j'ai donné moins 4,8. C'est très, 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 très moins 4,8. Il y a eu aussi le nouveau Wonder Woman 1984. Ah! Il a réussi à n'impressionner personne. C'est capoté. J'en reviens pas comment c'est parce que c'est des millions de dollars en promotion, en production, puis tout. Puis tu t'es assis en avant de ça, puis l'autre film que je Scare Me, là, c'était 2 personnes dans un chalet avec une caméra, puis c'est bien meilleur. Je comprends pas comment ils font pour autant. Mais oui, mais Tommy, tenter. quand ils mettent tout l'argent dans les effets spéciaux puis dans la previs, ils peuvent pas payer des scénaristes aussi, là. Effectivement. Tu sais, ça coûte cher un scénariste, Tommy, Ben oui, là. D'ailleurs, c'est pas la réalisatrice qui a scénarisé ça. Ben, elle a coécrit. Hein? Ok. Moi, ce que j'ai trouvé très, très fort de son scénario, là, je dirais là, mon top 3 des affaires préférées dans son scénario, là, c'est probablement le fait qu'il y a 2 scènes d'ouverture à son film. Ça, moi, je trouve ça, c'est de la grosse structure narrative, là, vraiment bien sentie. Hein? As-tu aimé le générique? Non, non. Ben, moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, là, ça a été la complète incompréhension de ce qui rend un Monkey's Paw intéressant. C'est un film qui parle d'un Monkey's Paw, puis le Monkey's Paw, toutes les punitions qu'il donne n'ont aucun rapport avec le pouvoir que tu veux. C'est n'importe quoi. Ça marche pas en tout. Genre, puis il y a une scène de... en fait, on le sait pas. En fait, c'est ça. Pour moi, je pense qu'il y a une scène de gros abus. Trigger, pour les personnes qui nous écoutent, on peut rentrer ça dans la catégorie d'abus sexuels. Oui. Puis, il y a personne qui a lu le scénario puis qui s'est dit « C'est-tu problématique? » Ouais. Je me rappelle pas de ça. C'est quoi ça? Ben, spoiler alert, là, il possède le corps d'un autre homme. Hein? Ouais. Ils s'en servent pour faire tout ce qu'ils veulent sans aucun remords, sans aucun regret. Puis c'est explicitement dit que tout le monde voit que c'est pas Steve. C'est juste elle qui voit que c'est Steve. Là, c'est juste elle qui voit que c'est Steve. Puis Steve vit à travers le corps du monsieur. Qui est en effet roofied par une possession. Ouais. OK, genre le personnage du Capitaine Kirk, là, c'est un autre être. Je l'ai manqué, ce bout-là. Ça, c'est un autre problème dans le film aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'affaires que ça l'arrive tellement vite, puis il y a tellement pas beaucoup d'emphase qui est mis dans l'intrigue émotionnelle du film que tu fais comme « Attends, qu'est-ce qui se passe? » Puis c'est comme... Ouais, j'étais fourré. Tu sais, je regardais un film de super-héros, puis j'étais mélangé, puis c'est pas normal. Là. Ouais, moi, j'ai vu cette affaire-là, puis j'ai été, tu sais, disons-le, je vais m'exprimer en termes de John, mais j'ai été choc, vraiment, là. Puis j'ai fait comme, je peux plus aimer Wonder Woman avec ça. Fini. Puis il y a aussi le fait que, la méchante Puffin se bat parce qu'elle voulait porter des talons léopards. Puis, genre, en tout cas, il y a comme... Les méchants puffins... Les méchants puffins sont carton-pâte. Aussi, encore là, tu sais, elle, la méchante femelle du film, c'est justement ça, c'est vraiment comme le nœud là, de ce qu'ils font qu'ils n'ont pas compris qu'est-ce qu'un Monkey's passé, parce que ce qu'elle gagne, c'est être plus sexy, puis être plus forte, puis savoir se battre,
puis genre comme être plus autonome, puis être comme une personne comme plus complète et plus autonome finalement. Et ce qu'elle perd, c'est son humanité. C'est ça qui s'est passé, Bruno. Ben Écoute, oui, mais elle s'en non, crisse mais si elle perd son humanité. C'est pas une vraie punition pour elle de perdre son humanité. Là, ça marche pas. C'est pas, ben, je sais. Puis, pas de même. C'est pas un monkey's paw. Là, mais il y a aussi le fait qu'il y a un gros reset à la fin, puis comme, tu sais, elle retrouve-tu, genre, son... Tu sais, je veux dire, en tout cas, c'est scénario écrit tout croche, filmé tout croche, puis... Le speech. voilà. Le speech à la fin aussi. Le speech Qui creux qui à la arrête fin. pas de pas finir. Là. Ah, Hey, c'était moi, long. je suis tanné de parler de Wonder Woman. All right. Parfait. Regarde, il m'en reste d'autres des films. OK. Hey, il y a eu l'excellent aussi en 2020, Money Plane. Ça, c'est une espèce de Die Hard dans un avion. Ben, c'est pas vraiment ça. C'est plus un film de C'est plus heist comme un, dans un c'est avion. comme un money train, mais dans un C'est avion. ça, dans un avion qui se veut un avion de gambling. J'ai donné un moins 6,26 à ça. C'était beaucoup plus pourri cave que je pensais que c'était pour être. Je vous le conseille fortement si de du viril mal placé, ça vous intéresse. Il y avait un lutteur là-dedans que je connais mal, là, puis que je peux cliquer dessus. Il s'appelle Adam Copeland. Voilà, c'est un lutteur qui s'appelait Edge dans Ah! c'est Ben ça oui. qui s'est passé. You Should Have Left aussi, j'ai trouvé ça pas pire, avec Kevin Bacon qui essaie de faire la paix avec le passé. Puis là, ça va prendre des vacances dans une maison particulière. La maison est pas mal cool. Là. Moi, j'en parle quand même assez souvent ici à Critique Exquise et dans la vie, mais je suis comme un amoureux des labyrinthes habitationnés, mettons, là, et la maison là-dedans avec les passages secrets puis tout, ça vaut la peine si vous n'avez pas vu You Should Have Left. L'ambiance aussi est très réussie. C'est un très bon film qui montre assez bien. Je dirais que peut-être que ça aurait gagné à être un peu moins long. Underwater aussi, hein, j'ai trouvé que c'était assez prenant avec la fille de Twilight hein, qui a un nom. Hein, c'est pas seulement la fille de Twilight maintenant. J'ai trouvé que... Kristen Stewart. C'est ça. C'est quand même... je dirais c'est bravo à elle d'avoir réussi à aller un petit peu plus loin que d'être la fille de Twilight. Là. Elle a pogné une couple de bons rôles par la suite. Surprenamment, beaucoup de gens se sont très bien sortis de cette franchise-là, en fait. Yes. Ouais, c'est vrai. Mm. On peut penser aussi au beau monsieur qui est allé faire Ben plusieurs films avec David Cronenberg après. Et qui maintenant est le nouveau Batman. Nouveau Batman. Ça n'a pas de bon sens. C'est Il dégueulasse. jouait aussi dans Tenet, mais pauvre petit Robert. J'ai ça, pas je l'ai encore pas vu regardé encore. ça. Il y a eu Mulan en 2020. Je n'ai pas développé d'émotion. Moi, j'ai du beef face à Mulan. Ouais, toi, tu voulais en parler un petit peu. Tu l'as proposé comme douteux de l'année à ce point-là. Là. J'ai détesté ce film-là. Mais dans le bon sens. Non, pas dans le bon sens. J'ai des feelings vraiment viscéraux quant à Mulan. Surtout parce que c'est pas juste le résultat qui m'insulte, c'est aussi toute la production qui est insultante. Là où en fait, ils voulaient que Mulan soit un peu plus réaliste. Puis ça a été un échec lamentable, là, disons-le. Mais il y a aussi le fait que c'est 4 personnes qui ont écrit le scénario. Attends. Il voulait que Mulan soit plus réaliste. Fait qu'il la parte avec des superpowers. Il la parte avec des superpowers. Pour que ce soit plus réaliste. Oui. OK. C'est comme ça que les 4 scénaristes, dont aucun n'est chinois, se sont dit que ça allait marcher. Ils ont dit, le chi, c'est un mot que les communautés chinoises disent souvent. On comprend pas ça, fait qu'on va penser que c'est des midi-chloriens, alors que c'est pas ça du tout. Over 9000. Over 9000, puis en tout cas, Mulan, c'est la seule qui a ça de toutes les filles, puis sinon, c'est un truc de gars. Il y a non seulement ça, mais la recherche des lieux qui s'est mal fait, parce que bon, la balade de Mulan, c'est dans le nord de la Chine que ça se passe. Mais sauf que dans le film, on nous montre beaucoup de sud
sud de la Chine, milieu de la Chine, puis nord de la Chine. Bon, ça, c'est du nitpick, là, je dirais, parce qu'ils voulaient que ce soit globalement en quote-unquote chinois. Mais comme déjà là, il y a une recherche qui s'est mal faite. Et non seulement ça, au niveau des costumes, c'est tout pourri. Ils ne sont pas allés vers une costumière ou un costumier chinois. En fait, ils ont donné de l'argent à une costumière américaine pour qu'elle aille vivre en Chine et faire des recherches de costumes. Ah! Ça m'insulte. Fait que non seulement l'histoire est tout pourrie, on n'a pas compris le personnage de Mulan. La balade de Mulan n'est pas respectée, mais elle est mentionnée à plusieurs endroits dans Mulan. On voulait se rapprocher du marché chinois, mais comme on a fait le contraire en faisant ça. Fait que toutes les intentions de réalisation, toutes les intentions de production, c'est tout croche. Puis Fait ça nous a fait aussi découvrir une facette de Disney qu'on sait un petit peu dégueulasse, là, dans le sens que... Dégueulasse. Dans le sens qu'ils ont arrêté d'aller filmer en Georgie, l'État des States, parce qu'il y avait des lois qui n'aidaient pas les personnes homosexuelles, je pense. Oui. De l'autre côté, le film a été tourné dans une région de la Chine qui contient le plus de prisonniers religieux de toute l'histoire depuis les Juifs dans la Deuxième Guerre. Oh, Godwin! Ah. Sauf que dans ce cas-là, c'est le moment de le dire. Fait que... Puis, je veux dire, à ma connaissance, c'est juste... Ils sont pas revenus là-dessus. Là. Ils sont allés tourner dans une région où il y a plein de prisonniers arbitraires, de droits humains souillés. Puis, je regardais le film, puis j'avais lu l'article, puis je me disais, ouais, c'est ordinaire. C'est ça. J'aime bien gros le pâté chinois d'Hitler, là, mais à un moment donné, il faut... Surtout pour des géants comme ça, surtout pour des géants qui se donnent le beau jeu en Georgie, qui se donnent le beau jeu ici, mais que dès que c'est comme un petit peu plus loin des projecteurs, ben là, ils font les coins ronds, puis ça devient injustifiable moralement. Puis non seulement ça, mais il y a aussi les personnalités qui étaient dans le film. On s'entend, la fille qui faisait Mulan a aussi fait des sorties publiques pour dire des énormités comme quoi les prisonniers... Non, il n'y a pas de prisonniers politiques à Hong Kong, puis s'il y en a, c'est parce qu'ils l'ont voulu, puis des choses comme ça. Fait que, tu sais, il n'y a rien dans cette production-là qui était attendrissante et le fun à regarder. Je pense que Disney a assez d'argent pour faire les choses correctement. Puis, times and times again, dans les live action, ils se plantent toujours. Fait que j'ai... Non, tu sais, dans celui de La Belle et la Bête, là, les producteurs, ils ont dit que le personnage il était gay. Fait que ça veut dire qu'il y avait un personnage gay dans le film. Ah! Yeah, OK, sure. Dumbledore. Ouais, non, mais tu peux pas retcon ça. Tu peux pas... Non, ah non, ils l'ont dit, fait que ça veut dire c'est vrai. S'ils l'ont dit, ben oui, c'est ça, il y a une danse à la fin comme quoi. Quoi, t'aimes pas les gays? Ben ouais. ça. Au contraire, je veux juste qu'ils le montrent. Mais voilà. Oui, écoute, on se comprend. Ben écoute, je pense que Mulan 2020, on peut tourner la page là-dessus. Moi, j'y ai donné 5 parce que je l'ai écouté 2 fois puis je me rappelle rien. Non, c'est ça, c'est même pas. Je me rappelle au début, il y avait de la magie. J'ai fait ah ouais, de la magie. C'est quoi, il va-tu avoir le petit dragon comme dans le dessin animé? Mais j'ai jamais vu le dessin animé. Puis voilà, on avance. Mais elle kick des flèches. Oui, voilà. Je veux juste dire c'est ça. important. Ouais. Le combat était assez cheapette. Sinon, il y a eu cette année l'indispensable Bill et Ted 3, Face de musique. J'ai été à la fois surpris et déçu. Là. On dirait que le scénario, c'est le fun qu'ils vont revoir tous les personnages des 2 premiers films, mais les dialogues sont pourris. Ils sont vraiment pourris, les dialogues. Puis qu'à la fin, ce soit la toune puis l'amour qui vient sauver tout le monde. Ouais. Non, c'était pas la suite. C'était un Bill et Ted, fait qu'on en a eu un. Là. Moi, les 2 premiers films, je les trouve plus 7, plus 8. Là. Le deuxième, je le trouve encore meilleur. Particulièrement, oui. C'est ça. C'est pas la suite qu'on méritait, mais c'est la suite qu'on a eue. On a eu, voilà. C'est pas la Moi, je dirais que, personnellement, moi, je l'ai bien aimé, là, le Bill et Ted 3, mais moi, ce qui m'a le plus, je te dirais, mettons, pas déçu, mais je pense au production design du 2, tu sais. Puis quand tu tombes dans le 3, le production design, il est comme...
c'est aseptisé, puis ça enlève tellement d'humanité à comme cet univers-là. Tu penses à de quoi que l'enfer avait de l'air dans le 2. C'est tellement organique, puis ça a l'air fake, mais c'est le fun à regarder. Puis là, c'est juste des grands espaces vides dans celui-là. Puis... Il y avait trop de CGI, ça, c'est sûr. Ouais, il y avait beaucoup trop de CGI. Puis de quoi l'enfer a l'air dans celui-là, c'est super plate. Tant qu'à faire, il aurait dû réutiliser les sets du 2 ou quelque chose. Ouais. Tu sais, quand il arrive en enfer, tout le monde est là. Hey, salut la gang. Ouais. Les 8 là. Bon, ben, c'est réglé. Ouais, ça, c'est très drôle. Là. Sinon, ben, j'ai regardé aussi une affaire qui s'appelle The Lodge. C'est un film de Véronica Franz et Catherine Flala. C'est-tu bien ça, hein? Mon écran, il est un petit peu... Oui, Fiala. Donc, tourné sur la 15 Nord en direction de Tremblay. Oui. Avec Richard Armitage. Et Riley Q. OK, c'est quoi, vous parlez de ce film-là? Bon, on attend que tu... OK. T'attends de voir si tu vas me dire que c'était bon ou pas, là. Ah ben moi, j'ai trouvé ça très bon. J'avais beaucoup aimé leur volet dans l'anthologie qui s'appelait Field Guide to Evil, qui date de 2018, là, de Véronica Franz et Séverine Fiala. Et quand j'ai vu qu'il avait réalisé ce film-là, je me suis dit, OK, ça va peut-être faire la suite. Et j'ai trouvé ça ressemble beaucoup à You Should Have Left de Kevin Bacon, que je parlais un petit peu plus tôt. C'est un film qui se passe presque en huis clos dans une maison louée avec une famille reconstituée. Et j'ai trouvé que la performance d'acteur des enfants était magistrale plus. Et ça montait quand même très, très bien. La twist à la fin aussi. Tu sais, c'est le fun d'un film d'horreur que tu te sens comme impuissant. Tu as envie de dire aux personnes. Là, on est tellement tous pas d'accord avec toi en ce moment, Tommy. Là, je pense que c'est ça qui est en train de se passer. Là, ben, moi, j'ai bien aimé ça. Sinon, ben, je dirais pas que j'ai pas aimé ça. Ma scène préférée, c'est au début du film, spoiler, OK, parfait, quand la mère des enfants se tire une balle dans la tête. Là, j'ai fait « Wow, ça va être incroyable! » Je veux dire, c'est ballsy en crise, là. Elle sort elle se coule un verre de vin, puis elle... Puis t'as pas de... Ça languit pas dans... Tu sais, tu ne sais pas vraiment que ça s'en vient. C'est pas en train de... Ils n'ont pas étiré ça sur comme une demi-heure de la madame, elle va pas bien. Non, c'est tout de suite, esti, let's go. C'est ça. Puis ben après ça, ben... Ouais, ben moi, j'ai trouvé que ça renforçait l'effet huis clos quand même assez bien. Non, il y a eu la pire version de Lassie de tous les temps que j'ai vue en 2020. C'est Lassie comme Home. C'était... Je sais pas pourquoi ils font ça. Je comprends pas pourquoi. C'est comme juste de devoir mettre Lassie sur un cover de cassette. Fait que là, le monde, ils vont le louer puis ils vont l'écouter. Tommy est au courant que cette pratique-là existe avec toutes les propriétés intellectuelles, mais quand c'est des propriétés intellectuelles de chiens, c'est là que ça passe pas. Ben, c'est infect. Je veux dire, faites un bon Christ tant qu'à en faire un. Oui, mais j'ai l'impression que... Call of the Wild avec Harrison Ford, c'était de la daube incroyable. Tu sais, tous les chiens sont en CGI. Je ne veux pas regarder un film de chien GI. Moi, je veux regarder un film de chien. Tu sais, en tout cas. Mais c'est ça, j'ai l'impression qu'ils ont comme du stock footage à passer de chiens. Puis comme que ce soit du stock footage en 3D ou bedon en image statique, tu sais. J'ai l'impression qu'ils font comme on n'a pas mis ce chien-là, ce border collé-là sur un DVD, on pourrait le mettre, puis genre, c'est comme ça que ça start. Il faut faire un film de Lassie, sinon on va perdre les droits. Sinon, j'ai découvert aussi en 2020 un gars qui s'appelle Jim Cummings. Il a réalisé quelques films. Il est tout le temps auteur, réalisateur, scripteur, acteur. Il s'implique beaucoup dans ses films. Et il a fait cette année de loin son meilleur, selon moi. Là. Ça s'appelle The Wolf of Snow Hollow. C'est une enquête de meurtre, puis lui, il joue le rôle du policier protagoniste. Et il y avait vraiment beaucoup de bonnes idées. C'est le genre de film d'enquête que tu peux deviner c'est qui est responsable, mais ça te fait pas décrocher. Je l'ai écouté une fois, puis je me suis... J'avais comme un... qu'est-ce que... Puis là, je l'ai réécouté.
Puis je me suis dit, OK, je veux pas rien vous spoiler, je vous le conseille fortement. The Wolf of Snow Hollow, même la carrière de Jim Cummings semi au complet, c'est quelque chose qui monte très bien, une affaire à suivre. Lassie comme Home, non merci. Gretel et Hansel, cette année, c'est un film de Oz Perkins. Est-ce que je vous ai déjà parlé de Oz Perkins? Non, mais je pense que je sais où est-ce que ça s'en va. Vas-y. Oz Perkins, la fois que je l'ai rencontré, c'est lui qui jouait l'ange qui convainquait, qui était comme l'espèce de superviseur de Gary Busey dans le Oui, film dans lequel Gary Busey devient un chien. un Poméranien, pour Ouais, être c'est ça, il est exact. mort, puis là, il revient sur Terre, puis là, c'est Gary Busey en chien qui réapprend l'humilité, puis tout. Et Oz Perkins était là, et Oz Perkins, après, a fait un film qui s'appelait I Am the Little Thing That Lives in the House with You, là, une affaire de même, et The Black Coat's Daughter, 2 films en noir et blanc, infect, interminable. Ah, c'est que je les aimais pas. Puis là, ben, je me suis dit, juste pour continuer à pas aimer Oz Perkins, je me suis dit, je vais regarder son Gretel et Hansel parce que je trouvais que le design avait l'air correct. Puis Chris, c'est de loin son meilleur film à date. J'ai un petit peu changé d'idée à son. Tu sais, je sentais qu'il y avait comme un fond d'auteur, entre guillemets, là, pour ce que ça veut dire. Et là, ça s'est manifesté. Surtout vers la fin, là, il y a des pièces là, de design qui font penser un petit peu à The Holy Mountain. Là. J'ai beaucoup aimé ça. Host, ça marche pas. Follow Me. Puis il y a aussi Oz Perkins, qui est le fils de Anthony Perkins. Je tiens à le mentionner. De Anthony Perkins, qui a joué le psychopathe dans Psycho. Voilà. Oui. Voilà. Normand Bat. Normand Bat. C'est The Original Hannibal, on pourrait dire. Voilà. Sinon, The OG. j'ai trouvé The Beach House aussi quand même pas pire. Là. Ça souffrait beaucoup au niveau de l'originalité, mais bon, je trouvais que la manière que ça monte aussi, les performances, c'était cool. Une affaire très, 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 très... Tantôt, je n'ai parlé à Bruno, il ne l'a pas vu. Amulette de 2020. On avait vu Relique aussi, on en avait parlé sur le show. Si vous avez aimé Relique, je pense que Amulette, vous allez aimer ça aussi. C'est plus marin. Je pense que tu en as parlé sur le show tantôt de ça, Tommy. Fait que... Ah ouais, sur le show là, live? Ouais. OK, bon, ben c'est réglé. Non? OK, peut-être qu'il en a juste parlé à moi d'abord. Excusez, c'est moi qui ai mêlé. C'est quoi ça? Marrowbone, c'est presque bon. Non. Behind You, hein, de 2020, non plus. Pale Door, c'est tout du 5. The Grudge, hein, ils ont fait un remake. Oui, c'est vrai. Ah, c'était tellement... C'est alternativement bon. Ouais. Ok, voilà, c'est du bon alternatif. Je check ma critique, il est écrit « Je me rappellerai de rien dans 2 semaines, c'est sûr. » Puis... Tu te rappelles de rien. Puis on est presque à 2 semaines. C'est ça, exactement. C'est un film d'horreur de janvier, disons-le. Mais, est-ce que c'était meilleur que Sadako? Écoute, Sadako, ça nous a feedé, là. Ça nous a feedé pour bitcher la franchise. Fait que je pense que The Grudge... Ouais, mais elle était dans son prix, là, tu sais. Sinon, ben, le moins bon film que j'ai écouté cette année, le film qui se rapproche le plus du zéro, j'y ai donné 1,9. Et c'est Skydog. Un chien, une dope patriotique loadée d'acteurs moyens. Et savez-vous quoi? Tu sais, dans l'agent Toby Barks, il y avait Dean Cain. Hein? Ouais. Ben, dans Skydog, il y a Dean Cain qui fait son caméo mandatoire, vu que c'est un film de chien. C'est à peine un film de chien. Hein. Le chien, il apprend à voler. Hein. Hey, ça a vraiment pas l'air bon, Tommy, man. Je regarde l'affiche, puis je sais pas pourquoi tu as regardé ça. Là. On avait aussi quand même, je pense, consensuellement aimé I'm Thinking of Ending Things, qui est 2020 aussi. Borat 2, très... Moi, c'est mon personnage que j'aime le moins de Sacha Baron Cohen, Borat. Mais on dirait que c'est celui qui pogne le plus. Et le 2, ben, c'est parce que c'est le... Ben non, je pense que... Ouais, c'est celui qui pogne le plus. Mais je pense que c'est Bruno, son pire personnage. Ah, moi, c'est mon préféré, Bruno. Ah ouais? Le film de Bruno, moi, c'est le mieux que Sacha Baron Cohen a fait, selon moi. À la fin, quand il se faut pitcher des chaises dans le ring, là, que le ring de combat devient comme leur protection contre les rednecks anti-gays pendant qu'ils se freinent. Hey, c'est du build-up de génie, moi, j'ai trouvé. Là. Mais bon, c'est un personnage quand même assez
contestataire, Sacha Baron Cohen et tous ses personnages. Il n'a pas été avec son espèce d'Israélien qui donne des cours souvent, il fait des petits clips pour pratiquer un personnage, puis après ça, il y a comme un film qui arrive. Mais là, on a vu des petits clips de son personnage de bootcamp. C'est comme un militaire qui donne des trucs pour se battre. Là. Si vous l'avez vu, puis finalement, il n'y a pas eu de long métrage là-dessus. C'est quoi ça? Love and Monsters. Ah, il y a un chien, c'est cool. OK, fait que je vous conseille Love and Monsters. C'est ça, hein? Oui, il y a aussi l'indispensable à éviter à tout prix. C'est indispensable à éviter à tout prix. Cats and Dogs 3 Paws Unite. Dedans, il n'y a pas de Dean Cain, mais ça reste un film. Dans les deux premiers, je ne sais pas si ça vous intéresse. Dans les deux premiers, Cats and Dogs, c'était la méchante chatte qui voulait dominer le monde, puis les chats ils étaient méchants. Mais dans lui, il y a un punch, c'est les oiseaux d'un. Ah ben, tabarnak, c'était les oiseaux tout ce temps-là, Tommy. C'est ça, exactement. Là, wow, OK, les oiseaux, les iguanes qui font des plans pour essayer de devenir des animaux que les humains vont plus aimer. Class Action Park aussi, j'ai trouvé ça très, très bon, le documentaire. On a encore une fois parlé beaucoup dans... Critique exquise quand on était plus à Fantasia. Il y a eu quelques daubes avec des animaux aussi, plus mainstream, hein, si on pense à Le seul et unique Yvan, qui était très, très Disney. Il y a eu aussi un remake intoffable de Doolittle que je déconseille à tout le monde. C'était vraiment pas bon, Doolittle, voilà. C'est ça que je veux dire. J'arrive pas mal au bout. Hein. Survival Skills, on en a parlé. Il y a eu quand même le feat, ça vaut la peine d'en parler. Encore une fois, on en a parlé dans Fantasia. Mais le Crazy Samurai Musashi, là, qui est comme une espèce de plan séquence de monde qui meurt. Pourquoi ils n'ont pas pogné des pelletés de roche pour y garrocher d'en face? Je ne comprendrai jamais. L'honneur du samouraï, écoute, c'est le Parce problème. que tu ne peux pas pelleter de la roche sur ta Sakaguchi, ça se fait pas. C'est ça, exactement. Et sinon, hein, je le répète une autre fois, si vous n'avez pas vu Feels Good Man, moi je l'ai trouvé excellent, le documentaire sur Pépé la grenouille. Et j'arrive quand même pas mal au bout de mes aventures. Under Gods, encore une fois. Stubber, hein, c'était 5 sur 10. J'ai joué aussi à Paper Mario The Origami King en 2020. C'était très bon. Et Relic, duquel on a parlé là. Ouais. Donc, c'est pas mal ça. Hein? Ça fait mon tour de 2020. Fatal Affair, ça, non merci. C'est sur La Vieille Garde, on en avait parlé aussi. C'est vous autres qui me font c'est vrai. De 2020. Oui, hein, c'est vrai, j'avais oublié que c'était un film. Je l'ai juste mis nulle part. Ouais. Je l'ai mis ni dans mon top en haut, ni dans mon top en bas. Il est très Il est dans le crack, là. C'est du 5 sur 10. Hein. On était pas mal d'accord avec ça. Mais je vais rebondir sur ça en disant que je vais aussi donner... je vais peut-être tirer des rushs à une couple de films dans mon flop de 2020. Je vais tirer des rushs à The Oak Room, qui est venu me chercher dans son écriture tellement mauvaise. Puis, c'est ça, je vais lui tirer de la grosse garnoche. Ça, puis For the Sake of Vicious, qui est un film de tout le monde se tapoche dessus. Moi, je pense que For the Sake of Vicious, c'est... Pour moi, c'est comme c'est probablement du -5.5, -6. Là, genre, comme moi, j'ai eu du fun à For the Sake of Vicious parce que c'est tellement cave. Ça l'est. C'est tellement cave. Là. Il y a rien qui track. Genre, les affaires font juste arriver. C'est ça. Les scènes sont là. C'est tout ce qu'on peut dire. C'est un assemblage de scènes de violence qui sont pas vraiment reliées ni thématiquement ni narrativement. Là. C'est juste comme... Non, c'est ça. Puis honnêtement, il a fallu que je recheck mes notes pour faire comme, voyons, c'est quoi mon flop 2020. Fait que tu sais, déjà là, comme... J'ai pas vu grandes affaires qui daubent, à part Moulin, qui vient encore me chercher toujours. Puis Hard Kill, qui est une mention spéciale. Ah, vraiment. Mais pour ce qui est des films qui daubent, For the Sake of Vicious, c'est là. C'est un film qui existe. Puis il y a des choses qui se passent, mais genre, t'es pas investi dedans, puis t'attends que le train passe. Fait que il y a ça. Il y a Wotakoi, Love is Hard for Otaku,
qui est un musical sur les otaku au Japon. Je savais pas que c'était une adaptation de manga, mais même à ça aussi, ça m'a rendu agressive parce que comme il n'y a aucun des acteurs qui me donne l'impression qu'il veut être là. Fait que, puis même les scènes, on dirait qu'ils se poussent en douce parce qu'ils veulent pas être là. Fait que c'est compliqué voir Otakoi, Love is Hard for Otaku. Puis il y a même les numéros de chant veulent pas être là. Fait que, en fait, t'es le seul à regarder un film qui veut pas exister. Fait que voilà. Puis je vais aussi mettre Haunted dans mon flop, qui était bien parti, mais qui se casse la gueule dans les 10 premières minutes et qui ne remet pas ses lunettes, qui a perdu ses lunettes, qui s'est fait tabasser puis qui se relève plus. Fait que Haunted, l'histoire d'une personne qui fuit des agresseurs, mais qui fait toutes les choses qu'on a vues dans les films d'horreur, puis qui est fait tout. Pire, là, tu sais, c'est... La passe de paintball. La passe de paintball. Mais moi, ce film-là, je le résume à une scène. La fille se sauve d'un tueur, elle décide qu'elle va grimper la falaise. À la place d'aller dans une des 3 autres directions possibles. Ouais. Elle décide qu'elle grimpe la falaise pour comme être plus visible, tu sais. Puis que ça y prenne plus aussi de temps à se sauver en même temps. Puis que mais elle la monte du côté où c'est tough de monter et non pas vers le sentier. Parce que finalement, le tueur, il fait juste la croiser en montant la côte normalement, finalement. Fait que ça a servi à rien qu'elle grimpe la falaise, mais... C'est l'analogie du film. Fait que voilà. le film est la madame, puis voilà. Le film grimpe une falaise pour accomplir ce qu'il aurait pu faire en montant une petite côte. Exactement. J'aurais tellement préféré que le tueur la tue puis qu'on passe à un autre appel. Là. Exact. En 2020, il y a eu Bad Boys 3 aussi. Hein. J'ai pas vu, en fait. Moi, j'étais à moins 5.5. Le 2 était plus cave, là, mais on est quand même dans le... Moi, je suis dans le... Moi, c'est le seul, je pense, que je mettrais dans le plus, en fait, parce qu'il y a de l'air d'être... Pour moi, je le mets dans le plus. Okay. Ouais, je pense que c'est le premier à être self-aware, mettons. Parce que c'est pas Michael Bay qui le réalise. Fait que... Parce que Michael Bay pense que c'est cool, mettons, comme descendre une colline en 4x4 puis faire exploser un bidonville. Ouais. Michael Bay, lui, il trouve ça cool, ça, une scène comme ça, tu sais. Fait qu'on est dans le moins parce que c'est du moins. Faire exploser les maisons d'un bidonville, c'est pas ça que ton héros devrait faire. J'ai mentionné ça plus tôt, mais comme je dois aussi donner une palme un Achievement Award au film Emma Point je vais vous donner le nom de la réalisatrice. Vas-y, trouve-les. Autumn the Wild. Voilà, je l'ai trouvé, Autumn the Wild. Ouais. Puis c'est en fait Emma, c'est une adaptation du roman de Jane Austen de Emma. C'est le roman de Jane Austen que jaillit le plus. L'héroïne est fendante et c'est très rare d'avoir une adaptation qui rend Emma intéressante, qui nous rend Emma attachante et qui fait en sorte d'avoir toutes les bonnes intentions des costumes. Les costumes sont sérieusement à tomber. Super bonne recherche de costumes, super bonne recherche de lieux, très bon dialogue, très bon personnage, puis bons acteurs pour tout jouer. Donc, pour moi, si Jane Austen, c'est votre dada, Emma, ça vaut la peine d'aller le voir. Puis si vous faites des recherches de costumes aussi, Emma, c'est un chef's kiss. Sérieusement, c'est dans le top des recherches de costumes. OK, cool. Hey, moi, en 2020, j'ai vu aussi la première affaire liée à Mortal Kombat que j'ai trouvée bonne. Ça s'appelle Mortal Kombat Scorpion's Revenge. C'est une animation de 2020. Puis j'ai donné plus 6,4. C'était bon. Je suis encore sous le choc de constater ça. Puis une autre affaire de laquelle je pense que ce serait pas pire de parler, vu qu'on est en 2020 encore, c'est James Marsden puis Jim Carrey qui ont fait Sonic the Hedgehog. Moi, j'ai trouvé le premier
Ouais. Tommy, le premier long métrage inspiré d'un jeu vidéo Ever. avec un score pas rotten sur Rotten Tomatoes. Pour vrai? Détective Pikachu, il doit pas avoir un score rotten. C'est-tu Détective Pikachu? Attends, Détective Pikachu, j'ai l'impression qu'il est en bas de 60. Il me OK. semble que Oh. Détective Pikachu, c'est pas très bon. Ben, j'avais trouvé ça correct. Moi, Oh, Ouais, ben, t'as boy. mis correct, ça veut pas dire que c'est bon. ben, Tommy. je veux dire, je Détective comprends Pikachu, qu'il y a c'est pas bon. peut-être- 68%, t'as raison, Tommy. OK. Sinon, Sonic the Hedgehog, moi, j'ai trouvé Hey, ça c'était quand pas même... bon, Détective Pikachu. Excusez. Hey, ça m'a insulté en tabarnak, ce film-là, moi. J'aurais jamais envie de le revoir. Là. Bon, Ah, c'est que c'était correct, mais j'ai cave, pas envie man. de le revoir. C'est bon, ça. Ouais, c'est peut-être parce que j'étais saucé dans les Pokémon depuis Pokémon Marathon, là, mais Ah ouais, ben là. j'avais trouvé ça ordinaire. Mettons. Mais Sonic the Hedgehog, c'était surtout de voir Jim Carrey faire ce qu'on aime Jim Carrey faire, puis qu'il ne fait plus jamais pour une raison que je comprends pas. Mais dans le rôle de Robotnik, c'était parfait. J'ai trouvé ça rock and roll. Tu sais, je pense pas que c'est un film qui va révolutionner quoi que ce soit, mais j'ai trouvé ça drôle. C'est ça. Excellent. Ah. Moi, un film que j'ai bien aimé en 2020, c'est Fly Me to the Saitama. Non. Non. Que j'ai revu en 2020 Non. à Fantasia. Non. Oh. T'as plus le droit d'en parler. C'est fini. On a peut juste punché dire tous les qu'on trous dans ta carte. Là. c'est ça. Faut que tu passes au prochain appel. On peut juste dire qu'on le recommande encore. Pour Oui, ceux qui- mais c'est qui l'ont fini, pas vu. là. Ok, c'est bon, je vais juste Fait en que parler en 2022. on peut-tu juste le mettre dans notre bio à la place? Ouais. Tu sais, nous recommandons Fly Me to the Saitama, comme ça, genre, on peut arrêter d'en parler. OK, hey, moi aussi, je vais embarquer, là, parce que moi aussi, il y en a que je me rends compte que j'ai oublié, que j'ai sauté un peu, puis qui valent la peine d'être parlé d'eux. Les Euh, moins bons que les miens, c'est ça. 2020, His House, Ah, ben oui, je sorti viens de sur l'écouter. Netflix. Ben oui, je viens de l'écouter. De la grosse bombe aussi, du gros drame social / film d'horreur intéressant, intelligent, thématiquement cohésif. En tout cas, très bon film. Sinon, First Cow, si vous n'avez pas vu First Cow, je recommande fortement First Cow. C'est un western First Cow, première vache. First Cow, OK. Ouais. Ok. Tu faisais la liaison cow assez rapidement. Fait que j'étais Ouais. First Scout. pas sûr si c'est un film allemand ou... Non. C'est un western qui parle d'amitié et de désespoir face à l'adversité un peu et de qu'est-ce qu'on fait et de criminalité un peu. Et de ouais, leçons de courage. Et de leçons de courage et de leçons de leçons d'amitié. C'est l'histoire de ces deux gars qui se rencontrent un peu par hasard dans le bois, puis ils se donnent un coup de main les deux sans rien se demander en échange. Puis de ça naît une amitié. Hein? Et puis à un moment donné, il y a une vache qui arrive dans le village. C'est un village sur la frontière. Il n'y a personne qui a de vache encore, tu sais. Fait qu'il y a un riche qui est là, puis lui, il s'achète une vache, puis là, elle arrive, puis elle donne du lait, tu sais. Fait qu'il commence à décider. Puis là, il y en a un des deux gars que c'est un cuisinier. Fait qu'il fait de la bouffe, puis là, il dit Chris, si j'avais du beurre, ce serait tellement meilleur, puis blablabla, tout ça. Fait qu'ils vont commencer à aller voler le lait de la vache. Puis ils font des petits gâteaux, puis ils décident de commencer à vendre les petits gâteaux en ville qu'ils font avec le lait de la vache. Puis là, ça commence à aller gangbusters, tu sais, puis ils les vendent en hostie, leurs petits... c'est des beignes, en fait, là, c'est des gâteaux frits, hein, fait que c'est sûr que ça part super vite. Puis, c'est ça, c'est un espèce de thriller, comédie, c'est très tendu par moments, c'est très humain. Ouais, je recommande chaudement First Cow. Si on reste dans le très humain, Sound of Metal, si vous n'avez pas vu. Oui. 100%, encore là, de la grosse bombe dramatique. Là. On parle d'un personnage, c'est un addict
est un joueur de drum. Hein. C'est un addict qui est sobre depuis 4 ans, puis il joue du drum dans un band metal avec sa blonde. Puis, à un moment donné, comme d'une shot, il devient sourd. Ouais. Et puis, fait que c'est les impacts que ça a sur sa vie, sur son aspect de dépendance, son aspect impulsif. Il est très impulsif, le gars. Mais il essaye d'être une bonne personne, puis il sait qu'il faut qu'il soit une bonne personne, mais il est super impulsif, puis des fois, il n'est pas capable de se contrôler. C'est vraiment la performance. C'est comment se reconstruire, en fait. Puis, ouais, vraiment. C'est aussi c'est un rôle qui est chargé puis qui est porté avec brio par un de mes favoris, Riz Ahmed. Fait que honnêtement, Riz Ahmed, si vous le connaissez pas, ça vaut la peine de regarder sa filmographie puis de surtout regarder ce film. Ouais, ben je pense qu'il va probablement être nominé aux Oscars pour cette performance-là. Puis je trouve ça très. Ce serait le fun aussi parce que c'est le genre de film qui devrait avoir plus de visibilité. De visibilité, justement. Ouais, oui. Puis en tout cas, ça. C'est très fringe là, dans sa manière de voir le monde. Puis yes. ouais, c'est un très, très intéressant. Ça va être un pied de nez aussi à Venom, parce que Riz Ahmed a malheureusement joué dans Venom. Puis je pense que là, film. ça arrive au meilleur. Puis c'est ouais. ça. Je pense qu'il s'est rattrapé avec. Fait que vous verrez Venom avant de voir Son of Silence, puis vous allez voir le range. Ben oui, c'est arrivé à Riz Ahmed et à Tom Hardy de jouer dans Venom. C'est quand même. Ça peut arriver au meilleur d'entre nous hein, de jouer dans Venom. C'est ça, c'est comme t'ouvres une porte, puis tu tombes dans Venom. Je joue dans Venom. Arrive par accident, tout le monde connaît des erreurs. T'arrives sur le mauvais set, puis ils disent écoute, t'es là. On attendait notre main role, mais c'est toi qui est arrivé. Fait que, maintenant, barrer les portes, tu joues, tu sais, voilà. Voilà. Mais justement, pour parler de stock un peu marde, il y en a un que j'ai vu cette année, puis on n'en a pas parlé ici, puis je ne peux le recommander plus chaudement. Je pense que c'en est un que je vais me retaper. J'ai hâte de le revoir. Puis ça s'appelle Unhinged avec Russell Crowe. Moi, je suis à moins 6,6 sur 10 en ce moment, après l'avoir... Avec Russell Crowe. Avec Russell Crowe, ouais. C'est celui où il est en char? Il est en char. C'est le film de Road Rage avec Russell Crowe. C'est... moi, ça, c'est vraiment cave, là. J'étais supposé de le regarder avec Jérémy, mais malheureusement, il y a eu un confinement et on ne pouvait plus. Ouais. C'est correct. Gardez-le précieusement, Unhinged, parce que je pense que ça vaut la peine. Incroyable, man. C'est vraiment... encore là, c'est comme tout est cave, tout est télégraphié, genre comme c'est... Puis c'est le fun parce que Russell Crowe, il est bon, tu sais. Fait que c'est comme... c'est un peu comme regarder... puis il est là tout le long, tu sais. On s'entend, là, c'est un des personnages, puis il acte, là. Dans celui-là, là, il acte, là. Tu sais, il y a des bouts où tu fais comme... Attends, il est en train d'acter, là, tu sais. Puis... Mais son film, avant qu'il a fait, ça datait il y a quand même longtemps, right? Je sais pas c'était quoi le dernier film qu'il a fait avant ça. Parce que moi, ça m'a comme étonné. Un film avec Russell Crowe, tu sais. Il y a peut-être une clôture à payer, je sais pas. Mais si ta question, c'est est-ce qu'il a gonflé depuis son dernier film? Non, la réponse oui. est en général oui. Ouais. En fait, ça s'en allait plus vers... J'avais l'impression que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait de film. Ouais. Ben, je sais pas c'est quoi, en fait. Moi non plus, je te dirais, je ne suis pas sa carrière. Le dernier bon film que j'ai vu, je pense, avec lui, c'était The Nice Guys, qui est quand même un très bon film. Mais c'est ça. Il a fait un film en 2019 qui s'appelle True History of the Kelly Gang. Je ne sais pas s'il y avait un gros rôle là-dedans. Mais non. Hey, de Kelly Gang, hein? C'est OK. Mm-hmm. OK. Ben oui. Ah oui, comme dans le film de Yahoo Serious, là. Ah oui, c'est ça. C'est les espèces de Robin Hood d'Angleterre de jadis. Ouais. Puis il a fait genre une télésérie de Loudest Voice, mini-series. 7 épisodes en 2019. Puis...
Et puis sinon, j'ai vu Tenet. Oui! Oui! Il a fait de Mommy. Oui, c'est Ouais. vrai, il a fait de Mommy. C'est vrai, il a fait de Mommy, ouais. Puis sinon, j'ai vu Tenet. Oui. Et je suis à plus ou moins 6 sur 10. OK. Ah, pas pire, quand même. Dans le sens où je pense que c'est moins. C'est parce que c'est tellement. Je sais pas. J'ai l'impression, mais je suis peut-être à plus comme dans le coin de 5,5. C'est. C'est médian. C'est vraiment médian. Ça manque de profondeur, de développement de personnages, de développement narratif, de coverage avec la caméra. C'est comme. C'est un film de manque. Ouais, c'est ça. J'arrive pas à trouver le mot français, mais c'est lackluster comme film. Il y a une scène d'action que je trouve qui est super bien faite. Et puis, c'est la scène qui est la moins complexe visuellement. Sinon, genre, comme toutes les autres, tu le vois, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Tu sais, comme, OK, j'ai compris, là. Puis, c'est comme un film fait par un gars qui est obsédé par le temps, parce qu'on s'entend, on sait que oui. Christopher Nolan est une personne qui est obsédée par le temps. Hein. Il en a parlé, même, des fois. Ceci dit, c'est comme un film fait par un gars qui est obsédé par le temps, mais qui n'a jamais regardé un film de voyage dans le temps. Fait qu'il pense qu'il est super original avec ses idées de voyage dans le temps, mais il y a comme une idée semi-originale, la principale, et puis après ça, tout ce qui vient avec, c'est tout des clichés de voyage dans le temps. Moi, c'est en fait. C'est tout des clichés de voyage dans le temps avec comme une idée principale que OK, ça c'est comme intéressant, mais c'est même pas, tu sais, je veux dire, Doctor Who l'ont fait, là. C'est juste qu'ils l'ont fait différemment, mais c'est ça, tu sais. Ben, ce qui m'avait surpris aussi, c'est comme ça m'a pris du temps avant de comprendre d'où venait le titre du film. Puis jusqu'à temps qu'il y ait quelqu'un qui m'aiguille sur le carré Sator. Le palindrome? Oui, ben pas juste comme c'est Ouais. le carré palindrome, là, genre Sator, apéro, Tenet, opéra, Rotas. Puis tu fais comme, OK, finalement, il voulait juste faire un film de mots croisés, puis that's it, là. Fait que, puis quand j'ai compris ça, j'ai fait comme, OK, là, je comprends le film, mais genre, ça reste que dans l'exécution, c'est pas top, là. Fait que, bon, ça arrive au réalisateur de se planter, puis lui, il a voulu courir avec des raquettes, puis s'est enfargé dans les fleurs du tapis dans le bain, tu sais. Fait que, qu'est-ce que tu veux? Vraiment. Mais c'est qu'il a créé c'est comme si, tu sais, souvent, tu as l'impression que ces personnages sont un peu comme à l'emporte-pièce dans ces films, mais dans celui-là, c'est comme 100% de l'emporte-pièce. C'est juste comme, OK, lui, c'est le cool, lui, c'est le méchant, elle, c'est la mère, lui, c'est... Puis il n'y a rien d'autre, là. Ils n'ont rien à propos de leur personnalité. Là, ils sont en train de parler du fait que la fin du monde s'en vient, puis probablement que toute l'humanité va mourir. Et la réponse de l'autre personnage, c'est « incluant mon fils ». Ben oui, incluant ton fils, Chris Dépaisse, on a dit tout le monde. Tu sais, voyons. T'écoutais pas quand on parlait, madame. Tu sais, voyons. On s'en crisse-tu de son fils? En plus, on le voit pas une fois dans le film, son fils, d'ailleurs. Son fils, là, qui est un personnage important du film, qui est la relation la plus importante du film, là, 0 fois qui est à l'écran dans le film. Fait que tu le rates comment? Fait que c'est à Interstellar? Ben, ça me met en tabarnak. Interstellar, c'est un fucking chef-d'œuvre comparativement à Tenet. Fait que regardez Interstellar puis tenez-vous loin de Tenet. J'ai pas de finir Interstellar. Moi, un jour, là, je sais pas si c'est plate. Là, c'est un peu plate, mais... dessus, là, me semble que c'est 3 heures, puis... C'est comme, mettons, Interstellar, c'est 65% profond, 35% épais. C'est une piscine, finalement. Tu vas dans le pas creux, puis tu vas dans le creux, puis that's it, genre. C'est drôle qu'on parle Tenet, de Nolan. c'est genre 75% épais. Fait que c'est une évolution de Christopher Nolan. Hey, mais on sait pas peut-être que le prochain film va être 85% épais. Ben, ou il va reculer, je sais pas. Ben, peut-être qu'il va décider de dire à son frère
aide-moi donc avec le prochain scénario. S'il te plaît, reviens donc. S'il te plaît, reviens donc, parce que quand j'écris tout seul, ça fait dur. Ouais, c'est un peu. Mais c'est drôle qu'on parle de Nolan parce que les 2 derniers épisodes qu'on a sortis, c'était les 2 prémices à Douteux la nuit où on a parlé de plein d'affaires, dont Christopher Nolan. Donc, Il déchaîne les passions. je pense que ça termine bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis d'accord avec ça. Ça fait quand même 1h30 qu'on jase de cinéma. Merci beaucoup tout le monde d'avoir participé à ce Critique Exquise. On devrait faire ça plus régulièrement pour ceux qui nous suivent en podcast sur podcast.com, Radio H2O et le reste. Voilà, mais merci Bruno, Milan, Florence, Tommy et tout. Je pense qu'il n'y a plus grand-chose à dire. On est aussi disponible sur Spotify. Je ne veux pas connaître Terrangan. C'est ça. On vous souhaite on n'a pas encore d'OnlyFans, je pense. La bonne bobine. Ouais, c'est ça. On travaille fort dessus. Sur notre OnlyFans à Critique Exquise. Oui, c'est sûr. Voilà. À un moment donné, par contre, il faudrait peut-être que vous veniez sur le Discord du Musée de l'Absurde et qu'on écoute un film tout le monde ensemble. Moi, je suis déjà dessus. Là, je suis là. Peace out. On va vous mettre l'adresse dans la description du show. Merci tout le monde. Bye.